je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Vous devez vous porter bien. Je dis bien, vous devez vous porter bien. Vous devez vous imposer ce devoir de vous dire que tout ce à quoi on assiste dans notre pays maintenant, c'est une pièce de théâtre. Et que le jour où on voudra y mettre fin, eh bien tout cela sera derrière nous. La vérité, les amis, c'est que personne parmi ceux qui prennent la parole en public, personne parmi ceux qui détiennent l'autorité, parmi ceux qui détiennent le pouvoir en Haïti, je dis personne ne veut résoudre le problème d'insécurité en Haïti. Au fait, pour eux, ces gens-là, ce n'est pas un problème, c'est même une opportunité. La triste vérité, les amis, c'est que ni le Canada, ni les États-Unis, ni les Nations Unies, ni Ariel Henry et ses bandes de complices ne veulent résoudre le problème d'insécurité en Haïti. Je vous en ferai la démonstration. Car quand on veut résoudre un problème, on commence par en comprendre la nature. Vous vous souvenez de ces 5 questions qu'on vous a appris à vous poser lorsque vous voulez comprendre un problème? Qui, quoi, où, comment, quand, vous vous souvenez de cela? Quand on veut comprendre une question, et ça c'est une notion élémentaire qu'on a apprise en secondaire 3, c'est-à-dire 3e ou 4e année du secondaire, n'importe quel élève du secondaire qui veut aborder un sujet se pose 5 questions. Le qui, le quoi, le quand, le où, le comment. Et moi, à ces 5 questions, j'ajouterai 2 autres. Pourquoi l'insécurité en Haïti, en un mot, et pourquoi, en vue de quoi, en 2 mots. En sorte que il y a 7 questions qu'on doit se poser pour comprendre la nature de l'insécurité en Haïti. Or, c'est précisément ces 7 questions-là que ceux qui font de grands discours sur les plateformes internationales, ce sont justement ces 7 questions-là que ceux qui font de grandes envolées oratoires dans les forums internationaux ne se posent pas.
et nous allons nous les poser ce matin. Et vous verrez que lorsqu'on aura posé ces 7 questions et qu'on aura obtenu les réponses, car les réponses sont là, les amis. Ne pensez pas que les réponses à ces 7 questions ne sont pas connues. Elles sont connues. Au fait, ce sont même des vérités de la palisse. Mais pourquoi personne ne les pose? Pourquoi le Canada? Pourquoi les États-Unis? Pourquoi Ariel Henry ne pose pas ces 7 questions pourtant toutes simples que nous allons nous poser? Si on confie un travail de recherche à un étudiant du secondaire 3, du secondaire 4, et qu'on lui demande d'aborder la question de l'insécurité en Haïti en 7 points, cet étudiant-là viendra avec les réponses aux 7 questions fondamentales que nous devons nous poser quand on parle du problème de l'insécurité. La vérité, c'est que ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème pour le Canada, l'insécurité en Haïti. C'est même une opportunité. Ce n'est pas un problème pour les États-Unis, l'insécurité en Haïti. C'est même un instrument géopolitique. Ce n'est pas un problème pour Ariel Henry, l'insécurité en Haïti. C'est un instrument politique dans son cas. Ce n'est pas un problème, n'est-ce pas, l'insécurité en Haïti pour les gens d'affaires, car c'est une opportunité de s'enrichir. La triste vérité, c'est que la seule entité pour laquelle l'insécurité est un problème, c'est pour le peuple, le pauvre peuple, les gens de la classe moyenne. Car c'est eux qui se font décapitaliser. C'est eux qui se font décapiter. Les gens placés véritablement en autorité ne sont pas affectés par l'insécurité. Au contraire, comme nous le verrons, cela leur offre des opportunités immenses. Des opportunités d'affaires immenses, des opportunités politiques immenses, des opportunités géopolitiques immenses. Bref, l'insécurité rapporte au gros bonnet d'Haïti et de la communauté des nations malveillantes, improprement appelée la communauté internationale. On nous a conditionnés de manière à garder les yeux fixés sur les utilisateurs des armes. Barbecue, Vitellum, Chrysler, etc. Et ce faisant, on nous empêche de nous poser les 7 questions fondamentales sur l'insécurité en Haïti. C'est ce que nous ferons. Restez là. Je veux toute votre attention. Et vous verrez que c'est un jeu simple que de poser ces 7 questions. Ça ne demande pas une tête d'Einstein pour poser ces 7 questions et pour y répondre. Ce sont 7 questions très simples. Qui, quoi, où, comment, quand, pourquoi en un mot, pourquoi en 2 mots. Simple, très simple. Je vous invite à ce stade-ci à vous offrir une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud, bref, tout ce qui est de nature à vous garder éveillé, car ce matin encore, nous allons nous dire les vraies affaires. À tout à l'heure. Depuis plus de 40 ans, il est le visage de la fiabilité, du sérieux et du professionnalisme en matière de produits financiers. Son nom, Louis-Yves Lucien. Pour toutes vos questions concernant la vente, l'achat, le financement ou le refinancement d'une propriété au Québec, c'est lui la solution. Louis-Yves Lucien, au téléphone 514-867-8352. Son email, lilucien@royallepage.ca. Louis-Yves Lucien, la fiabilité à portée de main. Avant la pause, on s'était promis de se poser les 7 questions fondamentales, qui sont des questions toutes simples. Et vous allez voir, toutes simples. Les 7 questions fondamentales que l'on doit se poser pour comprendre
la question de l'insécurité ou la problématique de l'insécurité en Haïti. Et pourtant, comme nous le verrons et que nous n'arrêterons pas de le souligner, personne ne veut les poser véritablement parce que les poser nous conduira à résoudre véritablement la problématique de l'insécurité en Haïti. On va donc y aller avec les 7 questions que je vous ai mentionnées au tout début de l'émission. Plutôt que de commencer avec le qui, on va commencer avec le quoi. En quoi consiste l'insécurité en Haïti? On va se poser la question, est-ce que c'est une insécurité qui est due à une guerre civile? Pendant le mois d'octobre, pendant le mois de septembre, lorsque les États-Unis et le Canada voulaient y aller d'une intervention, d'une invasion militaire illégale, d'une invasion pour laquelle il n'y a pas de provision dans le droit international ni dans le droit national haïtien, lorsque, dis-je, le Canada et les États-Unis, pendant l'automne, voulaient y aller d'une invasion d'Haïti, ils ont tenté de nous faire croire qu'Haïti faisait face à une guerre civile. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de guerre civile en Haïti. Ce qu'on appelle problème d'insécurité, qui est une problématique énorme pour la population, mais seulement pour la population, eh bien, l'insécurité en Haïti est littéralement confinée dans les limites de l'agglomération de Port-au-Prince. Oui, c'est vrai que de temps en temps, on entend dire que dans telle ville de province, il y a tel utilisateur d'armes, vous notez mon vocabulaire désormais, il y a tel utilisateur d'armes de guerre, tel utilisateur d'armes lourdes qui tente de kidnapper dans telle ville de province, mais rapidement, la population se réveille et dit pas dans ma cour. En sorte que, quand on veut comprendre le problème de l'insécurité en Haïti, il faut commencer par le quoi. Est-ce que c'est une insécurité qui est due à une guerre civile? On a vu ça ailleurs, en Europe. On a surtout vu cela dans des pays africains. Et à bien des égards, on veut nous conduire à cela. On veut faire en sorte que, n'est-ce pas, Haïti soit à feu et à sang et qu'on puisse parler de guerre civile. Mais malheureusement, pour les ordonnateurs de l'insécurité en Haïti, entendons les États-Unis suprêmement, et certains hommes d'affaires en Haïti, certains politiciens en Haïti, malheureusement dis-je pour les ordonnateurs, le peuple haïtien étant un peuple très doux, résiste à se laisser entraîner dans une guerre civile. Donc, on se pose la question du quoi. Est-ce que l'insécurité en Haïti est due à une guerre civile? À cette question, la réponse est incontestablement non. Est-ce que c'est une insécurité qui est due à la drogue? Bien sûr, qu'il y a une partie du problème de l'insécurité en Haïti qui vient du conflit entre les barons de la drogue internationale, qui sont en Jamaïque, qui sont en Colombie et qui se servent d'Haïti, qui est devenu, c'est le cas de le dire, une espèce de narco-État, parce que c'est une passoire. Eh bien, les barons de la drogue de la Colombie, les barons de la drogue de la Jamaïque se servent d'Haïti pour faire entrer de la drogue aux États-Unis, en particulier en Floride, puisque nous n'avons pas de garde-côte, nous n'avons pas littéralement de marine haïtienne, nous n'en avons pas. Alors vous aurez compris qu'Haïti est pour les barons de la drogue de la région une espèce de passoire par laquelle ils font couler leur drogue vers les États-Unis d'Amérique. Et vous le savez, là encore c'est une vérité de la palisse, qui dit drogue dit arme de guerre, qui dit drogue dit violence, car ces barons de la drogue-là doivent protéger leurs marchandises, ils veulent protéger leur marché. Heureusement pour nous,
en Haïti, le niveau de pauvreté de la population haïtienne est tel qu'il n'y a pas de grands consommateurs de drogue en Haïti, en sorte que la drogue ne fait que tourner en Haïti, tel dans une plaque tournante, pour se rendre vers le pays consommateur de la drogue, les États-Unis, qui en ont les moyens pour la consommer, cette drogue-là. Donc, à la question du quoi de l'insécurité, on répond par la via negativa. Ce n'est pas de l'insécurité qui est due à une guerre civile. C'est une insécurité qui s'explique en partie, mais pas totalement, par, si vous voulez, le trafic de la drogue dans la région caribéenne. On continue à se demander le quoi de l'insécurité et on va dire que l'insécurité en Haïti, c'est un instrument politique. C'est un instrument politique. En particulier, pendant le régime du PHTK, la philosophie même du PHTK consistait à utiliser les armes de guerre en Haïti comme un traitement de choc pour faire peur aux adversaires politiques, de telle sorte que lorsqu'il y aurait des élections, seuls ceux qui détiennent des armes, seuls ceux qui ont à leur disposition des utilisateurs d'armes peuvent, n'est-ce pas, participer à cette élection. Donc, quelle est la nature, donc le quoi de l'insécurité en Haïti? L'insécurité en Haïti est due en partie au trafic international ou au trafic régional de la drogue vers les États-Unis, depuis la Jamaïque, depuis la Colombie. Le quoi de l'insécurité en Haïti, mais c'est un instrument politique, on en a parlé à plusieurs reprises, utilisé justement par les politiciens pour faire peur à leurs adversaires et pour terroriser une population. Mais l'insécurité en Haïti, c'est un instrument d'enrichissement. C'est, si vous voulez, une monnaie d'échange. Pendant la semaine, j'ai visionné 2 ou 3 vidéos qu'on m'a fait parvenir dans lesquelles les gens qui font entrer des armes en Haïti sont littéralement, n'est-ce pas, des gens très ingénieux. Ils vont démonter les armes, les mettre, n'est-ce pas, dans des boîtes dans lesquelles on retrouve littéralement des produits de bureau, des produits de beauté. Il faut à tout prix qu'ils fassent entrer des armes en Haïti. Pour quelle raison? Parce que ça rapporte gros. Donc la nature de l'insécurité en Haïti se comprend en 3 points. 1. Les armes qu'on retrouve en Haïti et qui tuent les gens, les armes qu'on retrouve en Haïti et avec lesquelles on kidnappe les gens, s'expliquent par le trafic international de la drogue, s'expliquent par le trafic régional de la drogue. Ces armes-là sont un instrument politique aux mains de ceux qui sont déjà au pouvoir ou bien qui aspirent à parvenir au pouvoir. Ces armes-là sont surtout un outil d'enrichissement facile, un outil d'enrichissement rapide. Parce que les armes rapportent gros en Haïti. Vous l'aurez compris. Lorsque cette affaire de kidnapping a commencé en Haïti à la fin des années 90, on kidnappait les gens pour quelques centaines, littéralement, de dollars américains. Parfois, on leur imposait des rançons en gourde. Mais au cours des dernières années, eh bien, le commerce est devenu très prospère. Pour quelle raison? Parce que Haïti est devenu un pays d'impunité, un pays sans sanction. Tout le monde, tous ceux qui en ont les moyens, n'est-ce pas, trempent dans le commerce de l'insécurité. Donc rapidement, cette affaire devient très prospère. Cette affaire devient très lucrative, n'est-ce pas? Devient très lucrative. En sorte que la question du quoi, elle est importante. Quelle est la nature de l'insécurité en Haïti? 1. C'est une insécurité qui s'explique par le commerce régional de la drogue vers les États-Unis, depuis la Colombie, depuis la Jamaïque. 2. C'est une insécurité politique par laquelle ceux qui sont au pouvoir intimident à la fois la population et leurs adversaires. C'est une insécurité politique en ce que ceux qui aspirent au pouvoir comprennent bien que la seule façon d'y parvenir, c'est par la violence. Alors, ils vont se doter d'armes de guerre. Mais l'insécurité
en Haïti s'explique surtout parce que c'est un commerce très lucratif, parce que c'est une affaire qui rapporte gros. Il suffit d'avoir une arme de guerre de 5 000 $ avec quelques munitions pour s'assurer en quelques temps, très rapide, grâce à 2 ou 3 kidnappings, de devenir millionnaire, puisque désormais, quand on kidnappe quelqu'un, on lui réclame 700 000 $ américains, parfois 2 millions de dollars américains. Donc, vous imaginez, pour un investissement de 6 000 $ américains, on obtient, à la suite de 2 ou 3 kidnappings, 2, 3, 4 millions de dollars américains. Ça rapporte gros. On vient de comprendre le quoi de l'insécurité en Haïti. La bonne nouvelle, puisque à quelque chose malheur est bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il faut toujours trouver le côté plein du verre. C'est que cette insécurité-là ne s'est pas répandue grâce aux ancêtres, n'est-ce pas, sur tout le territoire haïtien. Cette insécurité-là est vraiment confinée dans les limites de l'agglomération de Port-au-Prince. On vient de se poser la question du quoi. Maintenant, on va s'intéresser à la question du qui. Quand on s'intéresse à la question du qui, quand on pose la question de mais qui est responsable de l'insécurité en Haïti, il faut mettre en lumière toute une chaîne d'individus qui font partie de ce qui. Au fait, c'est un qui pluriel. Pour que les armes atterrissent en Haïti, il faut, cela va sans dire, un négociateur. Suivez-moi bien. Il y a quelqu'un qui connaît un réseau de trafiquants d'armes. Il y a quelqu'un qui a des contacts dans le milieu interlope. Il y a quelqu'un qui a des contacts dans le milieu, n'est-ce pas, illégal du trafic international, du trafic transnational des armes. Et donc, il y a quelqu'un en Haïti qui connaît des gens à l'étranger, car Haïti ne fabrique pas d'armes. Haïti, n'est-ce pas, ne vend pas d'armes. Il y a quelqu'un qui va voir des gens à l'étranger pour négocier un certain type d'armes, pour négocier un prix. Et toutes les informations qu'on a recueillies jusqu'à présent, tous les renseignements dont nous disposons, quand je dis nous, c'est tous ceux qui s'intéressent à la question, savent que ces vendeurs d'armes-là qu'on va voir et avec lesquels on négocie le type d'armes qu'il nous faut, avec lesquels on négocie le prix, ils se retrouvent aux États-Unis d'Amérique. C'était très intéressant cette semaine, en marge, n'est-ce pas, de cette grande conférence de la CARICOM où Justin Trudeau est allé faire le pan, où Mélanie Joly est allée jouer, n'est-ce pas, au perroquet qui répète, n'est-ce pas, les paroles de Trudeau, où Sébastien Carrière est allé faire, si vous voulez, la plante verte, c'est-à-dire des gens qui ne règlent absolument rien. Eh bien, tandis qu'ils étaient là, le Premier ministre des Bahamas a fait une belle déclaration, une déclaration qui mérite d'être répétée ici. Il a dit « Les États-Unis d'Amérique doivent assumer leurs responsabilités dans la problématique de l'insécurité de la région caraïbéenne parce que aucun pays des Caraïbes ne produit d'armes, aucun pays des Caraïbes ne vend d'armes, et pourtant ces pays-là sont inondés des armes qui viennent toutes des États-Unis d'Amérique. Donc, lorsqu'on cherche à comprendre le qui est responsable de l'insécurité en Haïti, nous devons être sensibles à toute une chaîne de personnes qui remplissent chacune, n'est-ce pas, des rôles différents. Vous avez une première personne ou un premier groupe de personnes ou une première catégorie de personnes que je vais appeler pour les besoins de la cause, n'est-ce pas, les négociateurs qui, eux, ont des connaissances, qui, eux, ont des contacts, qui, eux, n'est-ce pas, connaissent ceux qui sont impliqués dans le trafic transnational des armes, qui va les voir. Donc, une première catégorie de personnes que j'appelle moi donc le négociateur qui va voir le marchand d'armes
et qui lui dit « Il me faut telle catégorie d'armes, il me faut tel type d'armes, il me faut telle catégorie de munitions, il me faut tel type de munitions. » Et ces gens-là se trouvent aux États-Unis d'Amérique. Le négociateur. Une fois que le négociateur a fini de négocier avec le trafiquant d'armes, eh bien, il faut bien qu'il achète. Il ne négocie pas pour rien. Et vous notez que le négociateur peut être différent de l'acheteur parce que l'acheteur, lui, il peut se trouver en Haïti, il peut se trouver dans son bureau en Haïti, en tant que politicien, en tant que sénateur, il peut se trouver dans son bureau en Haïti, en tant qu'homme d'affaires. L'acheteur peut être la même personne que la négociatrice, que le négociateur, mais toujours est-il que pour acheter des armes ailleurs et les faire entrer en Haïti, il faut avoir du fric. Il faut avoir du fric. C'est pas le petit voisin du coin là qui arrive à peine à joindre les deux bouts quand lui vient le temps de payer son loyer qui peut acheter des armes. Il peut finir par en avoir une parce que c'est un commerce lucratif. Il peut finir par en avoir une parce que c'est une affaire très prospère en Haïti. Mais l'acheteur de l'arme, c'est quelqu'un qui a de gros contacts. C'est quelqu'un qui a de bonnes relations avec le négociateur et qui surtout a les moyens. Très bien. Vous me suivez, c'est très logique. Je vous avais dit que c'était très simple. C'est même très graphique. Il y a un trafiquant d'armes qui détient des armes, mais sauf que lui, il ne les a pas fabriquées. Il y a un fabricant d'armes qui a pignon sur rue, qui a des permis du gouvernement américain pour fabriquer des armes, car n'importe qui ne peut pas fabriquer des armes. C'est une grosse affaire, ça, les amis. Donc, il y a le fabricant d'armes qui, lui, détient les armes et qui attend le négociateur qui va négocier un prix, qui, lui, travaille pour l'acheteur. Lui, il en a les moyens, l'acheteur. Il est peut-être quelque part en Haïti. Ce n'est pas lui qui traverse jusqu'à Miami pour aller négocier avec le trafiquant d'armes. Mais une fois que la transaction est conclue, une fois que le marché, n'est-ce pas, est conclu, nous avons un autre intervenant dans la chaîne du qui, c'est le passeur. Suivez-moi bien, les amis, et vous allez comprendre pourquoi l'insécurité en Haïti n'est plus un problème haïtien. Il faut bien comprendre, jusque-là, le trafiquant d'armes, n'est-ce pas, le fabricant d'armes se trouve à l'étranger. Jusque-là, le négociateur qui va négocier avec le fabricant d'armes, mais lui aussi, il se retrouve à l'étranger. L'acheteur d'armes se retrouve lui aussi à l'étranger parce que lui, il fait le va-et-vient. Il ne prend pas son téléphone depuis Port-au-Prince pour appeler le fabricant d'armes pour lui dire, écoutez, je vais t'acheter un stock. Non, ce n'est pas comme ça que ça se fait. Une fois que l'acheteur a conclu son marché, maintenant, il lui faut un passeur. Parce que ce n'est pas une commande d'armes qui se fait d'État à État, c'est une commande d'armes, n'est-ce pas, qui se fait d'individu à individu. Donc forcément, c'est si vous voulez, c'est une affaire illégale, c'est une affaire qui évolue dans le monde interlope. Il nous faut un passeur. Ça veut dire quelqu'un qui va prendre l'arme que l'acheteur a acheté, cela va sans dire, à la suite de négociations, n'est-ce pas, fructueuses du négociant ou du négociateur, négociation que le négociateur a entreprise avec le fabricant. Vous suivez là, jusque-là, la chaîne. Donc, le fabricant fabrique, il négocie un prix avec le négociateur, n'est-ce pas, conclut l'affaire pour l'acheteur, mais l'arme est toujours aux États-Unis, il faut la faire passer jusqu'en Haïti. Donc, il faut un passeur. L'arme, c'est un outil qui parle. Vous avez là-dedans un numéro de série,
Vous avez sur cette arme-là une marque de fabrique qui pointe vers son fabricant. Vous avez un numéro de série qui pointe vers le pays d'où cette arme-là origine. Sauf que le passeur, lui, son travail, c'est de faire quitter cette arme-là, c'est de faire quitter le sol américain par cette arme-là. Comment ça se fait généralement? Ça va se faire par l'aéroport. Donc, ce passeur-là a besoin de contact à l'aéroport. Ça va se faire, n'est-ce pas, par les ports. Donc, ce passeur-là, il a besoin de contact dans les douanes des États-Unis pour faire laisser le territoire américain à l'arme qu'on vient d'acheter. On s'entend que ce passeur-là, ce n'est pas barbecue non plus. Le passeur en question, ce n'est pas Vitellum. Donc, suivez-moi bien, hein. Personne ne pose ces questions pourtant toutes simples, pourtant tout à fait logiques. On refuse de les poser parce qu'on refuse de résoudre le problème. Donc, le passeur, il a besoin de bonnes relations dans les douanes. Il a besoin de bonnes relations dans les ports. Il a besoin de bonnes relations, n'est-ce pas, sur les sorties des États-Unis, car une arme ne laisse pas un pays comme les États-Unis sans qu'on dispose de bons contacts. Il faut faire des papiers, même si c'est des papiers bidons. Car lorsqu'on va passer avec un cargo dans les douanes des États-Unis, lorsqu'on va passer avec un cargo dans les ports des États-Unis, mais il y a des inspecteurs de l'État. Il y a des gens qui travaillent pour le service, n'est-ce pas, frontalier des Américains. Donc, le passeur qui arrive à faire laisser son arme, qui arrive à faire laisser le territoire américain à son arme, dispose de contacts dans l'État américain. Et vous savez, qui s'occupe de toutes ces questions-là? La Homeland Security. C'est pour ça que dans les semaines, n'est-ce pas, dans les dernières semaines, je vous ai dit que les États-Unis détiennent un rôle dans l'invasion du territoire haïtien d'armes de guerre. Le passeur qui doit transporter l'arme depuis le territoire américain vers Haïti doit avoir de bons contacts dans les douanes, il doit avoir de bons contacts dans les ports. Vous ne pouvez pas me dire que vous êtes les États-Unis d'Amérique. Vous avez des satellites espions partout sur la planète. Vous avez des espions furtifs partout sur la planète. Vous avez toutes sortes de technologies, toutes sortes d'intelligence artificielle, n'est-ce pas, pour surveiller tout le monde. Et vous êtes en train de dire aux Haïtiens que 600 000 armes de guerre laissent votre territoire pour se rendre à un seul pays. Vous n'êtes pas au courant, voyons donc. Vous n'êtes pas au courant, vous vous moquez de nous. Suivons la chaîne là, jusqu'à présent. Vous avez le fabricant d'armes qui est américain. Vous avez un négociateur qui a de bons contacts avec les fabricants d'armes. Vous avez l'acheteur qui a les moyens d'acheter ces armes-là. Vous avez le passeur qui a des contacts pour faire quitter le territoire américain à ces armes-là. Et les armes vont prendre la mer, les armes vont prendre l'air, car on ne peut pas se rendre depuis les États-Unis en Haïti par la route. Donc, les armes vont laisser la mer, vont laisser les eaux américaines pour se rendre soit en République dominicaine, et par la République dominicaine en Haïti. Ces armes-là vont laisser le territoire américain pour se rendre directement en Haïti en passant par des ports privés que des gens riches en Haïti détiennent. Maintenant, quand ces armes-là arrivent soit en République dominicaine ou arrivent à la frontière d'Haïti, il y a d'autres passeurs dont on va utiliser les services, dont on va utiliser le contact, dont on va utiliser les connaissances pour faire effectivement entrer les armes en Haïti. C'est là où la République dominicaine joue un très grand rôle aussi. On est toujours dans le qui, les amis. Le qui, c'est le fabricant.
Le qui, c'est le négociateur. Le qui, c'est l'acheteur. Le qui, c'est le passeur international américain. Le qui, c'est le passeur dominicain qui, lui, fait beaucoup d'argent aussi parce qu'il reçoit un stock d'armes qui sont destinés vers le territoire haïtien et lui, il a besoin de contacts en Haïti pour que les armes entrent effectivement en Haïti dans des camions, dans des voitures, dans des 4x4, sans que personne ne se fasse arrêter. Il y a quelques mois, les amis, il y a quelques mois, si vous voulez comprendre le qui, un camion, je dis bien, rempli d'armes de guerre, traversait la frontière dominicano-haïtienne. La population était aux aguets et a arrêté ce camion. Et tout à coup, le chauffeur du camion, n'est-ce pas, s'est mis à tirer en l'air, il a protesté, il ne veut pas qu'on fouille son camion. Et qu'est-ce qu'on a découvert? Ce camion d'armes appartenait à nul autre qu'à Rony Célestin, un puissant sénateur, un très riche sénateur. Et si vous voulez mieux le savoir, c'est ce fameux sénateur qui avait acheté, n'est-ce pas, 2 ou 3 maisons pour sa femme, cash, ici à Montréal, au prix de plusieurs millions de dollars. Le qui de l'insécurité en Haïti ne s'arrête pas là. Quand les armes entrent en Haïti maintenant, il faut se poser la question, mais qui va les utiliser? Qui peut les utiliser? Vitellum n'est pas devenu un tireur du jour au lendemain. Tilapluie n'est pas devenu un tireur du jour au lendemain. Barbecue, on le comprend, c'est un ancien policier, donc il a dû avoir appris à tirer. Mais ce n'est pas donné à tout le monde de savoir comment utiliser une arme de guerre, de savoir comment utiliser une mitraillette. Vous les voyez, n'est-ce pas, ces armes lourdes de guerre? Les utilisateurs, pour pouvoir faire une utilisation optimale de ces armes-là, bénéficient de l'entraînement d'un coach, de l'entraînement, si vous voulez, d'un mentor. Donc vous voyez, quand on regarde la question de l'insécurité de près, il y a un tas de questions que l'on doit se poser. Et enfin, en toute fin, il y a l'utilisateur. Vous notez la malhonnêteté des Américains, vous notez la malhonnêteté des Canadiens, vous notez la malhonnêteté d'Ariel Henry, lorsque, parlant de sécurité, les États-Unis d'Amérique, le Canada ou le BINU, le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti de la très détestable, n'est-ce pas, Madame Lalim, vous voyez bien leur malhonnêteté lorsque, parlant de sécurité en Haïti, ils projettent toute la lumière sur l'utilisateur. Au fait, Barbecue, Vitellum, Tilapli, les utilisateurs sont le dernier arrêt dans la chaîne de responsabilité du qui que nous sommes en train de voir. Depuis le fabricant d'armes qui est aux États-Unis, si les États-Unis étaient sérieux, à partir du numéro de série de ces armes-là, ils remonteraient jusqu'au fabricant d'armes qui aurait des explications à donner sur la raison pour laquelle ce fabricant vend des armes à des gens qui n'ont probablement aucun permis pour le faire, qui n'ont aucun permis pour faire le commerce de ces armes-là. On poserait des questions à celui qui vient négocier le prix de ces armes-là. On poserait des questions à l'acheteur de ces armes-là. On poserait des questions sur, n'est-ce pas, l'identité des passeurs de ces armes-là. Mais non, on n'est pas intéressé à la chaîne du qui. On veut camper comme des hommes de paille. On veut nous camper comme les seuls ennemis responsables de l'insécurité en Haïti. Les barbecues, les Vitellum, les Tilapli.
Vous me suivez jusque-là? Donc c'est très simpliste, les amis. Quand les intellectuels haïtiens, entraînés, manipulés par leur faute, par les Justin Trudeau de ce monde, par les Madame Lalime de ce monde, par les Sébastien Carrière de ce monde, par, que dis-je encore, n'est-ce pas, les Joe Biden de ce monde. Donc, vous comprenez que c'est très réducteur lorsque vous pensez que pour résoudre le problème de l'insécurité en Haïti, il suffit que l'armée américaine ou une armée multinationale ou l'armée canadienne envoie un bateau, laissez-moi rire, et un bateau qui patrouille dans les eaux haïtiennes va finir par résoudre le problème de l'insécurité en Haïti. Non, les amis. Quand on fait une enquête approfondie, on remonte la chaîne des responsabilités du qui. Depuis le fabricant jusqu'à l'utilisateur, mais en passant par le négociateur, en passant par l'acheteur, en passant par le passeur. Car si le passeur ne disposait pas de bons contacts dans les douanes des États-Unis, si le passeur ne disposait pas de bons contacts dans les ports des États-Unis, l'arme serait restée aux États-Unis, même si elle avait été payée. Et donc, je refuse qu'on réduise la problématique de l'insécurité en Haïti au dernier arrêt de la chaîne des responsabilités en nous faisant croire que celui qui crée l'insécurité en Haïti s'appelle Barbecue ou Vitellum ou que sais-je encore, foutaise que tout cela. Lorsque quelqu'un vous dit ça, soit qu'il est un imbécile, et il y en a beaucoup de ces imbéciles qui comprennent rien à une enquête sur une question comme la question de l'insécurité, ou alors, soit que c'est quelqu'un qui veut vous manipuler pour vous empêcher de poser les vraies questions. On a vu le quoi. L'insécurité n'est pas due à une guerre civile, elle est due en partie au trafic régional de la drogue. L'insécurité est une affaire politique. L'insécurité est une affaire d'argent, de gros sous comme on le voit, puisqu'on s'enrichit rapidement. Mais pour que l'arme arrive aux mains de l'utilisateur, il y a toute une chaîne de responsabilités qu'on nous empêche de voir. On vient de se poser la question du quoi, on vient de se poser la question du qui, maintenant posons-nous la question toute simple, ma foi, du où. Il faut s'intéresser à cette question. Le voici, il vient de sortir de presse. Eh bien, comme convenu, depuis le 1er octobre, donc il est disponible, et ceux qui l'avaient précommandé sont en train de le recevoir ou vont le recevoir. Au fait, ceux qui avaient commandé la version française sont en train de recevoir leur copie. Quant à la version anglaise, elle sort de presse le 10 octobre prochain, et si vous l'aviez précommandé, vous allez recevoir votre copie dans les jours qui suivent. C'est une biographie à laquelle j'ai consacré beaucoup d'amour et beaucoup d'énergie, plus de 390 pages de biographie sur Toussaint Louverture. On y découvre un Toussaint Louverture très fier, un Toussaint Louverture sans complexe, un Toussaint Louverture très proche de son peuple. Il recevait tous les soirs en sa résidence Monsieur et Madame Tout-le-Monde pour s'assurer que ses politiques publiques étaient en parfaite adéquation avec les besoins de son peuple. On y découvre aussi un Toussaint Louverture qui construisait des écoles, qui construisait des villes, un Toussaint Louverture qui prononçait des discours dans l'intention ferme que ces phrases soient retenues par la postérité. Et en parlant de phrases, je vais vous faire une citation au fait de Toussaint Louverture. C'est l'une de ces phrases que je préfère, d'autant qu'elle est pertinente dans notre Haïti d'aujourd'hui. Écoutez ce qu'avait prononcé Toussaint Louverture lors d'un discours au Mall Saint-Nicolas. Il est facile d'abattre l'arbre de la liberté, mais pas si facile de lui redonner vie. Je pense que nous sommes en train de vivre cela. Il est tellement facile d'abattre quelque chose de grand, quelque chose de noble, mais s'agissant de reconstruire, n'est-ce pas, cet héritage, c'est plus difficile. Honnêtement, c'est un livre à avoir, c'est un livre à lire
en tant que Noir, en tant qu'Haïtien, en tant que personne de bonne volonté qui s'intéresse à l'autodétermination des peuples, c'est un livre à donner, à passer à ses enfants pour qu'on réalise à quel point nos ancêtres étaient en avance sur leur temps. Toussaint Louverture, le magnifique et le sublime, désormais disponible partout et en particulier sur mon site. Toussaint Louverture. Avez-vous votre copie? Allez, à bientôt. La question du où, elle est fondamentale. Par le où, on veut savoir où les armes sont-elles fabriquées. Par le où, on veut savoir mais d'où les armes partent-elles. Par le où, on veut savoir mais par où les armes passent-elles. Par le où, on veut savoir mais où les dépose-t-on ces armes-là. Avant qu'on se demande mais dans quelles mains on les retrouve. Je vais reprendre cette série de où. Aujourd'hui, je veux être très pédagogue pour que vous réalisiez que personne ne veut résoudre le problème de l'insécurité. Personne. On se fout de notre gueule. On fait une blague avec l'insécurité. Et la blague ne devient même plus un problème, ça devient, si vous voulez, une banalité. Une banalité par laquelle on veut tout simplement faire un génocide en Haïti. Ce n'est rien de moins. Les États-Unis, le Canada et la France, n'est-ce pas, en se servant d'instruments locaux et nationaux, veulent rien de moins que perpétrer un génocide en Haïti. Il faut dénoncer cette intention criminelle-là. Alors, posons-nous la question du où. Où les armes sont-elles fabriquées? Posez la question à Madame Lalime, elle le sait. C'est elle-même qui a dit que les armes viennent à 90% des États-Unis. Fine. Les armes sont donc fabriquées aux États-Unis et donc on est toujours dans le où. D'où partent donc les armes? Les armes partent des États-Unis d'Amérique. Et donc si on veut travailler en amont, la question de l'insécurité en Haïti, une insécurité qui est un problème transnational, il faut blâmer les États-Unis. Les États-Unis d'Amérique sont coupables dans le génocide haïtien. Les États-Unis d'Amérique sont coupables dans l'insécurité haïtienne. Voilà pourquoi je dis, soit que ce sont des gens qui sont imbéciles ou malhonnêtes lorsqu'ils s'imaginent que ce sont les États-Unis d'Amérique qui doivent résoudre le problème. Non, on ne résout pas un problème avec celui qui fabrique ce problème-là. On le blâme, on le condamne, on l'accuse et éventuellement on le fout en prison s'agissant des États-Unis. En plus qu'on ne peut pas faire tout cela, il faut dénoncer les Américains. Car les armes sont fabriquées en Haïti, les armes sont fabriquées aux États-Unis, elles partent des États-Unis d'Amérique. Et donc si on veut résoudre le problème en amont, les États-Unis doivent fermer leurs putains de frontières en ce qui a trait aux armes illégales qui inondent toute la région de la Caraïbe et en particulier Haïti. Il ne faut pas laisser les États-Unis jouer au Ponce Pilate là. Ils s'en lavent les mains, écoutez, pauvres petits Haïtiens qui se retrouvent aux prises avec un problème de sécurité. Les États-Unis d'Amérique sont responsables. Parce que les armes sont fabriquées là, le où. Les armes partent de là, le où. Et une grande partie de ces armes-là vont transiter par la République dominicaine. Vous notez que dans tous ces débats, dans tous ces palabres, dans toutes ces envolées oratoires que tiennent les imbéciles qui se font passer pour des diplomates haïtiens, ces imbéciles qu'on retrouve aux Nations Unies, ces imbéciles qu'on retrouve à l'OEA. Enfin, à l'OEA, vous avez Léon Charles qui est l'assassin, entre autres, l'un des assassins de Jovenel Moïse. Donc, tous ces imbéciles-là, nationaux et internationaux, qui prennent la parole comme des perroquets sur des forums internationaux pour parler de sécurité en Haïti, ils ne se posent jamais la question du où. Car en posant la question du où, ils vont blâmer les États-Unis d'Amérique et ils vont blâmer et sanctionner la République dominicaine.
puisque le Canada veut jouer le jeu du régime de sanctions, c'est quand le Canada va-t-il sanctionner des gens d'affaires dominicains? C'est quand le Canada va-t-il sanctionner, n'est-ce pas, des politiciens dominicains? C'est quand le Canada va-t-il sanctionner, n'est-ce pas, des brasseurs d'affaires dominicains? Car les armes qui inondent Haïti passent par la République dominicaine. Vous dites, ah oui, ce n'est pas à un autre pays de contrôler les armes qui entrent dans votre pays à vous. Faux. Si vous dites ça, vous ne comprenez rien au trafic transnational des armes. J'aime à dire que si je pars, moi, du Canada, avec une cargaison d'armes vers les États-Unis d'Amérique, puisque le Canada et les États-Unis d'Amérique partagent la plus longue frontière du monde, le Canada a la responsabilité d'informer les Américains que certains gens fils aimés veulent traverser la frontière avec une cargaison d'armes. Et 9 fois sur 10, le Canada va m'arrêter, va m'accuser, va me condamner. Je vais purger un certain nombre d'années au Canada en prison. Et après, les États-Unis vont me faire rentrer chez eux et ils vont me condamner aussi. C'est comme ça que ça marche. Car le trafic d'armes étant un trafic transnational, les nations doivent collaborer pour combattre, n'est-ce pas, ce fléau-là. Donc quand les nations ne collaborent pas, c'est que ce fléau-là ne les regarde pas, ou alors, et c'est le cas pour les États-Unis en ce qui concerne Haïti, c'est que ce trafic-là leur rapporte. Les armes qu'on retrouve en Haïti partent des États-Unis. En passant par la République dominicaine, nous devons tenir les Dominicains pour responsables de cela aussi. La vérité, c'est que plus c'est merdique en Haïti, plus c'est chaotique en Haïti, mieux c'est pour l'économie dominicaine. Plus c'est merdique en Haïti, plus c'est chaotique en Haïti, plus d'étudiants haïtiens vont étudier en République dominicaine et vont y aller avec de l'économie. Et donc, nous apportons une manne neuve pour les Dominicains par le truchement de nos étudiants. Plus c'est merdique en Haïti, mieux c'est pour l'économie, n'est-ce pas, dominicaine, car il y a des secteurs, en particulier le secteur de la construction dans certaines régions de la République dominicaine qui dépendent exclusivement de la main-d'œuvre haïtienne. Donc, quand c'est merdique en Haïti, il y a une émigration de notre main-d'œuvre, n'est-ce pas, ville, taillable et corvéable à merci, qui s'en va en République dominicaine et les Dominicains en profitent pour construire leurs États. Plus c'est merdique en Haïti, plus vous avez des investisseurs haïtiens qui vont faire affaire en République dominicaine. Qui détiennent des hôtels, qui détiennent, n'est-ce pas, des stations d'essence. Plus c'est merdique en Haïti, plus les gens vont faire fabriquer leurs maillots en République dominicaine. À la blague, mais une triste blague. Lors des funérailles ou lors des obsèques de Jovenel Moïse, les gens qui le soutenaient, n'est-ce pas, ont fait on fait confectionner des maillots avec son effigie et devinez où on a confectionné ces maillots-là? En République dominicaine. Et pourtant, beaucoup de ceux qui ont été utilisés, qui ont été instrumentalisés dans l'assassinat de Jovenel sont passés par la République dominicaine. Avez-vous entendu Justin Trudeau accuser l'État dominicain au forum de la CARICOM cette semaine? Tandis qu'on s'intéressait à la question de l'insécurité en Haïti, donc on se fout de notre gueule. Si on parle d'insécurité à la CARICOM, sans qu'on ne pointe du doigt les responsabilités transnationales de la République dominicaine, c'est qu'on ne veut pas résoudre le problème. Une fois les armes ont traversé la frontière dominicaine, on les retrouve où, ces armes-là? Où trouve-t-on les dépôts ou les entrepôts d'armes? Mais dernièrement,
un avion canadien était présent en Haïti. Mais si Canada voulait vraiment collaborer en Haïti, ce sont ces renseignements-là, ce sont ces informations précises que le Canada aurait dû collecter et transmettre à qui de droit en Haïti. C'est un petit territoire, Haïti, 27 000 km². Et puisque cet avion, n'est-ce pas, de l'État, enfin de l'armée canadienne, dispose de grands moyens pour cartographier, pour collecter des informations, eh bien, si on veut résoudre le problème de l'insécurité en Haïti, le où commande de savoir, mais où se trouvent les entrepôts d'armes. Une fois que ces armes ont traversé la frontière haïtienne par la République dominicaine, on les livre où? Il faut avoir ces réponses-là. Barbecue, Vitellum, n'est-ce pas, Tilapli et tous ces utilisateurs qui sont pas moins de grands criminels, il faudra les condamner. Mais eux, ils ne laissent jamais leur fief. Les armes vont entrer, on va les livrer à un certain point de chute et les utilisateurs vont envoyer leurs émissaires les chercher. On a vu le quoi, on a vu le qui, on a vu le où, mais dans le où, il y a un autre aspect du où qu'il nous faut considérer. Il y a de ces armes-là qui passent directement des États-Unis en Haïti en passant par des ports privés. Des ports privés qui appartiennent à Bossan, des ports privés qui appartiennent à Bidjo, des ports privés qui appartiennent à, n'est-ce pas, ou qui appartiennent aux APED. Donc vous notez, si on veut comprendre l'insécurité en Haïti, on pose les vraies questions, on se dit les vraies affaires et on obtient les vraies réponses. Quoi, qui, où. Maintenant, comment ces armes-là aboutissent-elles aux mains des utilisateurs? Comment? Quelle route ces armes-là suivent-elles pour arriver aux mains de barbecue? Quelle route ces munitions-là suivent-elles pour arriver aux mains de Vitellum? Quelle route, n'est-ce pas, ces mitraillettes, ces armes lourdes suivent-elles pour se retrouver aux mains de Tilapli? Comment? Et c'est là où, quand on a un pays, on a ce qu'on appelle des informateurs, grossièrement appelés des espions, ce qu'on appelle des agents doubles, ce qu'on appelle des snitch, ce qu'on appelle des operatives. Ça veut dire des gens qui opèrent comme agents doubles, qui vont même, n'est-ce pas, se faire passer eux-mêmes pour passeurs, de manière à pouvoir fournir des informations précieuses quant au comment les armes passent d'un point A au point B pour se retrouver dans l'entrepôt de barbecue, pour se retrouver dans l'entrepôt de Vitellum. Comment? Est-ce que avez-vous entendu quelqu'un se poser la question du comment? Donc lorsque Trudeau a pris l'avion avec Mélanie Joly, avec qui sais-je encore, utilisant improprement l'argent des contribuables canadiens pour aller faire son show, n'est-ce pas, à Bahamas, c'est de la foutaise tout cela. Lorsque Sébastien Carrière prend un avion depuis Port-au-Prince pour se rendre à Bahamas en tant qu'ambassadeur du Canada, n'est-ce pas, à Port-au-Prince, il utilise improprement l'argent du contribuable canadien. Car si on voulait résoudre le problème de l'insécurité en Haïti, on commencerait par s'intéresser à ces questions toutes simples. Comment les armes se retrouvent-elles aux mains de ces utilisateurs-là? Quoi, qui, où, comment? 4 questions qu'on a vues jusqu'à présent. Et quand? Quand est-ce que cela a commencé? Quand est-ce que cela s'est intensifié? Est-ce qu'il y a des moments précis où les passeurs vont profiter
du manque de vigilance des autorités américaines pour faire sortir les armes? Est-ce qu'il y a des moments précis? Est-ce pendant le jour? Est-ce pendant la nuit? Est-ce pendant, n'est-ce pas, à l'heure du midi? Est-ce qu'il y a des jours précis? Donc vous notez, vous avez en Haïti des gens qui sont payés pour rien. Le ministre de l'Intérieur, on devrait le foutre en prison, il ne fout rien, merde. La ministre de la Justice, on devrait la renvoyer chez elle pour qu'elle aille recommencer à écrire des romans, elle ne fout rien. Le chef de la police, lui, on devrait le menotter, le foutre dans un trou noir pendant au moins 10 ans, il ne fout rien. Quand les armes vont-elles arriver? C'est des informations précieuses. À quel signe va-t-on reconnaître celui qui va les livrer? Où va-t-il les livrer? Quelle route ces armes-là vont suivre, vont-elles suivre? Où ces armes-là vont-elles être déposées et quand? Donc posez-vous cette question. Et vous notez que le Canada, les États-Unis, la BINU ne dénoncent jamais les autorités haïtiennes. La vérité, c'est que les autorités haïtiennes sont des enfants de pute des États-Unis et du Canada, que les États-Unis aiment bien garder là, précisément parce qu'ils ne foutent rien, ces fils de pute-là. Et on va voir, lorsqu'on va se poser la question, mais pourquoi avons-nous un problème d'insécurité en un mot? Et pourquoi? En vue de quoi en deux mots? Vous allez voir que l'insécurité en Haïti, c'est à la fois un instrument politique, mais également un instrument idéologique et géopolitique. Quelqu'un s'appelle chef de la police en Haïti, il ne sait même pas quand est-ce que les armes arrivent, qui les livre, où est-ce que ces armes-là vont être déposées, à quelle heure? Bande de crétins, de malhonnêtes ou de voleurs. Et parmi les gens des pays qui se disent sérieux, comme le Canada, les États-Unis, parce qu'ils détiennent de bonnes informations, ils ne tiennent pas rigueur au chef de la police d'Haïti, ils ne tiennent pas rigueur au ministre de la Justice en Haïti, ils ne tiennent pas rigueur au ministre de l'Insécurité en Haïti, parce que ce sont tous des fils de pute qui se foutent de la population haïtienne, qui veulent faire payer à Haïti son outrecuidance, qui veulent faire payer à Haïti d'avoir défait l'ordre mondial en 1804. Il y a cette visée idéologique. On va y venir vers la fin de l'émission. Quoi, qui, où, quand, comment? Maintenant, il y a 2 autres questions que je voudrais ajouter. Pourquoi l'insécurité en Haïti? Vous vous demandez où trouver mes livres? Simple, sur mon site, prioritairement, www.jeanfils-aimé.com. Vous avez accès à tout ce que j'ai écrit. Où que vous vous trouviez dans le monde, nous livrons partout où c'est possible. Vous pouvez aussi avoir accès à mes livres par Amazon.ca. C'est un excellent cadeau à se faire ou à faire aux autres. Servez-vous-en. Maintenant, posons-nous la 6e question. Pourquoi en un mot? La problématique de l'insécurité en Haïti s'est accélérée au cours des 10 dernières années. 10 dernières années qui s'inscrivent dans la tutelle d'Haïti, mise en place depuis 2003 par le Canada, les États-Unis et la France. Les amis, moi j'ai grandi dans une Haïti sécure. Une Haïti sous Jean-Claude Duvalier, une Haïti sous la dictature bien sûr. Une Haïti dans laquelle il n'y avait pas d'alternance politique bien sûr. Une Haïti d'un parti unique bien sûr. Une Haïti d'une présidence à vie, bien sûr. Une Haïti d'une dynastie présidentielle. Mais une Haïti sécure. Dans la ville du Cap où je suis né, les gens ne fermaient pas à clé leurs portes pour dormir. Non, ce n'était pas nécessaire.
Dans l'Haïti de mon enfance, on n'avait pas peur de circuler la nuit, voyons. Dans l'Haïti de mon enfance, on n'a littéralement jamais vu ni entendu des questions de kidnapping. En fait, le mot même kidnapping, on le voyait, on l'entendait, les pratiques de kidnapping, on les voyait dans des films américains, dans des films anglais, comme James Bond 007. On en entendait parler comme instrument politique, comme lorsqu'il y a eu, n'est-ce pas, la prise en otage des athlètes israéliens ou la prise en otage des diplomates américains en Iran. Mais pourquoi? Comme par hasard, l'insécurité est devenue une banalité, un fait divers en Haïti pendant la période de la tutelle franco-canado-américaine d'Haïti. Car c'est un trio infernal. Le Canada, les États-Unis et la France constituent le trio infernal auquel il faut demander des comptes quand on veut réfléchir sérieusement à la problématique de l'insécurité en Haïti, car l'insécurité d'Haïti, l'évasion du territoire haïtien par les 600 000 armes de guerre correspond précisément dans le temps à l'époque au cours de laquelle le Canada, initiative d'Ottawa sur Haïti en 2003, n'est-ce pas, se faisant complice des États-Unis et de la France, eh bien ça correspond exactement à ce laps de temps au cours duquel ces trois foutus pays méchants et malveillants ont mis une tutelle sur Haïti. Donc pourquoi? Mais c'est ce qu'ils ont toujours voulu. Le Canada, les États-Unis et la France ont toujours voulu déstructurer l'État haïtien pour ne pas avoir de compte à rendre, pour nous imposer des élections bidons, pour nous imposer des gens comme Michel Martelly, pour nous imposer des Jovenel Moïse, pour nous imposer la tortue, Gérard la tortue, pour faire en sorte qu'il y ait une instabilité politique parce qu'on se retrouve avec des dirigeants qui n'ont aucune légitimité. L'insécurité participe de la part du Canada, de la part des États-Unis et de la France, de la déstructuration de l'État haïtien. C'est un fait exprès, les amis. Voilà pourquoi vous notez que Trudeau ne veut pas résoudre le problème. Et je ne lui demande pas non plus de le résoudre. Je lui demande tout simplement de ramasser son foutu colis qu'est Ariel Henry, de l'envoyer dans l'autre monde si cela lui plaît. Mais la solution au problème de sécurité en Haïti passe par un nouveau régime politique. Pourquoi avons-nous maintenant un problème d'insécurité? Pourquoi avons-nous maintenant un problème d'évasion du territoire d'Haïti par les armes de guerre qui viennent des États-Unis? Parce que c'est précisément ce que le Canada, ce que la France, ce que les États-Unis veulent pour Haïti. Déstructurer le pays, déstructurer l'État haïtien, le hachurer, le saucissonner pour qu'Haïti devienne un no man's land qui appartienne à tout, sauf aux Haïtiens. Mais vous me direz, pourquoi? En deux mots, à quelle finalité, à quelle fin? Si vous posez la question, c'est que vous voulez savoir ce que le sous-sol haïtien recèle. Vous voulez savoir, vous voulez avoir une idée plus claire sur les ressources, n'est-ce pas, du sous-sol haïtien. Et alors, vous apprendrez que le Canada, c'est la première puissance mondiale minière. Puisque nous sommes dans une époque de virage énergétique, ces pays occidentaux qui veulent tout avoir sans payer et qui appellent cela business, ces pays occidentaux qui veulent tout avoir en pillant les pays africains, en pillant les pays de Noirs, c'est ce que fait la France en Afrique, c'est ce que font les États-Unis partout dans le monde et c'est ce que fait le Canada en Haïti. Ils veulent tout avoir sans payer, mais c'est facile de tout avoir quand on n'a pas d'élus véritables. C'est facile de tout avoir quand vous avez une population qui est terrorisée, qui est terrée chez elle. Mais le Canada tire un autre avantage dans le pourquoi.
de l'insécurité. Le Canada, entre-temps, continue de piquer les cerveaux haïtiens. Pendant que le Canada pique les cerveaux haïtiens, moi-même je suis témoin du nombre de visas que le Canada accorde, n'est-ce pas, à titre de visa pour des études à de jeunes étudiants haïtiens. Et 6 mois avant la fin de leur étude, le Canada va leur offrir la résidence permanente. Avec quoi fait-on du développement? C'est avec des cerveaux. Le Canada, par l'insécurité qu'il instaure avec la complicité des États-Unis en Haïti, fait fuir les cerveaux. Les cerveaux se retrouvent où? Partout sauf en Haïti. Et entre autres au Canada. Pour casser notre résistance, Biden est venu avec son foutu plan Biden et tout le monde désormais se rue vers, n'est-ce pas, les bureaux de passeport parce qu'on a rendu ce pays-là invivable. Pourquoi? Idéologiquement. Parce que les armes en Haïti sont un instrument géopolitique. Vous notez, le président Jovenel Moïse est assassiné, mais on ne peut pas faire une enquête sérieuse en Haïti parce qu'il n'y a pas d'infrastructure au sein du ministère de la Justice. Les utilisateurs d'armes débarquent dans les tribunaux, n'est-ce pas, saccagent les tribunaux et personne ne rend compte de rien. Pourquoi? Mais parce qu'on veut faire la démonstration que ça ne marche pas dans les pays nègres. Moi, je me souviens, car je l'ai lu dans les années 50, dans les années 60, quand il y avait une velléité d'indépendance en Martinique ou en Guadeloupe, eh bien les Français disaient, vous voulez être indépendant? Regardez Haïti. Eh bien c'est exactement la même démonstration que les États-Unis, le Canada et la France veulent faire aux pays africains qui veulent s'affranchir de la tutelle française. Vous voulez être libre vraiment, mais regardez ce qui se passe en Haïti. La question de l'insécurité est un instrument géopolitique aux mains des puissances. La France a déstructuré l'État libyen lorsque Sarkozy, avec la complicité d'Obama, avec la complicité de Stephen Harper, ont assassiné, n'est-ce pas, Kadhafi, sous prétexte qu'il était un dictateur, mais depuis l'assassinat de Kadhafi, le peuple libyen ne s'en porte pas mieux, au contraire, sa situation est pire. Et donc on se retrouve avec un problème de terrorisme local qui permet aux Français de faire main basse aux ressources libyennes. C'est ça, les amis, le pourquoi de l'insécurité en Haïti. Aussi longtemps que les armes entrent en Haïti et se retrouvent aux mains d'utilisateurs qui nous menacent de kidnapping, on n'a pas le temps de surveiller, n'est-ce pas, les véritables actions, les véritables motivations du Canada, qui est un État hypocrite. Pourquoi l'insécurité? Mais c'est parce qu'on veut faire payer à Haïti son audace. On veut faire payer à ce peuple de nègres son outrecuidance. On veut faire payer à ce peuple de nègres de s'être mis debout, pour reprendre l'expression d'Aimé Césaire. Haïti, c'est la terre où la négritude s'est mise debout pour la première fois et a botté le cul à la plus grande armée du monde d'alors, l'armée de Napoléon. Voilà ce qu'on veut nous faire payer. Alors vous notez, Personne ne veut résoudre le problème de l'insécurité en Haïti. Pour le Canada, l'insécurité, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème, l'insécurité en Haïti. Ce n'est pas un problème. Ça permet à Justin Trudeau de jouer au pan, de jouer à l'important. Ça permet au Canada de tenter de, si vous voulez, de redorer son image. Espèce d'État hypocrite. Vous créez l'insécurité au pays pour nous empêcher de reprendre le contrôle de notre destin politique. Les États-Unis n'ont aucune crédibilité dans la solution à la crise haïtienne. Ils l'ont créée par Dieu. Voilà pourquoi la véritable solution, et je vais vous regarder dans les yeux pour vous le dire, la véritable solution au problème d'insécurité en Haïti, c'est un nouveau gouvernement. Il nous faut un nouveau gouvernement digne.
Il nous faut un gouvernement qui recouvre la souveraineté du pays. Il nous faut un gouvernement qui pose les vraies questions de l'insécurité et qui va solliciter la coopération. Non pas du Canada, je ne veux rien savoir du Canada en Haïti. Qui va solliciter la coopération, non pas des États-Unis, ils n'ont aucune crédibilité, non pas de la France, mais des pays frères comme les pays africains. Qui va solliciter l'aide de Cuba. Et quand on comprend le problème de l'insécurité en Haïti, on peut facilement le résoudre. Mieux contrôler nos frontières. Car si Barbecue ou Vite et l'Homme se retrouvent avec des armes sans munitions, mais elles ne serviront à rien. Pourquoi l'insécurité est un problème politique aussi longtemps que le kidnapping est rentable et prospère et qu'on ne le punisse pas, donc on est dans un état d'impunité, mais tout le monde va kidnapper tout le monde. Donc, s'il n'y a pas une volonté politique de punir l'insécurité, mais on ne va pas le résoudre. Et vous notez que le Canada, les États-Unis et la France ne veulent à ce point pas résoudre le problème, qu'ils sont prêts à tout, sauf à livrer Ariel. C'est pour ça que nous devons le déchouquer, ce crétin, ce merdeux. Nous devons chasser ce gouvernement à gros coups de pied dans le cul pour instaurer en Haïti un gouvernement de reconquête de notre dignité, un gouvernement de reconquête de notre souveraineté. Je ne me lasserai jamais de vous dire que vous êtes naïfs lorsque vous pensez que le Canada a intérêt à résoudre l'insécurité en Haïti. Lorsque vous pensez que les États-Unis ont intérêt, non. Pour les États-Unis et le Canada, l'insécurité en Haïti n'est pas un problème, c'est un instrument géopolitique. On va contrôler cette région pour y brasser des affaires comme on veut. On va contrôler cette région pour voler les ressources des gens sans payer, bande de voleurs. Pour Ariel, l'insécurité n'est pas un problème, c'est une opportunité politique, car aussi longtemps qu'il y a de l'insécurité, Ariel peut faire appel à ses patrons en leur disant « Venez m'aider » et en passant « Gardez-moi au pouvoir ». L'insécurité n'est pas un problème pour Bidjo, ce n'est pas un problème pour Bossan, ce n'est pas un problème pour ces gens d'affaires-là qui se font des millions grâce à 2 ou 3 kidnappings. Car c'est eux qui font entrer des armes, c'est eux qui les commandent, c'est eux qui ont des contacts là-bas, aux États-Unis. Voilà pourquoi je vous dis, et j'en fais une affaire personnelle, la solution au problème d'insécurité passe par le déchoucage d'Ariel Henry. La solution au problème d'insécurité passe par le renversement par tous les moyens de ce gouvernement qui est tout sauf un gouvernement national et qui est mis en place et soutenu par le Canada, les États-Unis et la France. C'est pour ça qu'on les déteste, ces 3 États-là. Parce qu'ils font mal au peuple haïtien. Qui souffre du kidnapping en Haïti, la fameuse classe moyenne, qui se fait décapitaliser. Mais on s'en fout. On s'en fout. Alors voilà les amis, voilà les 7 questions qu'il faut se poser si on veut comprendre la problématique de l'insécurité en Haïti et si on veut surtout la résoudre. Quoi? Qui? Où? Quand? Comment? Pourquoi en un mot et pourquoi en 2 mots. J'espère vous avoir été utile. J'espère surtout que l'émission de ce matin vous a aidé à mieux réfléchir. J'espère surtout que l'émission de ce matin vous a remonté le moral. Ce qui se fait à la CARICOM, ce que le Canada raconte, ce que Sébastien Carrière et Madame Lalime, n'est-ce pas, cette détestable femme, cette méchante femme, c'est de la fumisterie. On ne pose jamais les vraies questions. Pour résoudre le problème de la sécurité en Haïti, il nous faut un nouveau gouvernement et qui va pointer du doigt les responsabilités de chacun. Les États-Unis, gardez vos putains d'armes. La République dominicaine, fermez votre frontière pour que les armes n'entrent pas chez nous, sinon on va les fermer, cette frontière. Identifions la chaîne de qui? Qui commande? Qui négocie, qui achète, qui fait entrer les armes. Et vous verrez que ce qu'on nous présente comme un éléphant dans la pièce
n'est qu'un petit perroquet qui crie et qui chante et qu'on peut décapiter s'il y a une volonté politique. Merci de votre attention. Bonne semaine. Restons vigilants. Haïti ne mourra pas. Le peuple haïtien ne mourra pas. Je sais que c'est le plan du Canada, des États-Unis et de la France de provoquer un génocide, d'éliminer à petit feu l'haïtien, de le faire fuir pour faire main basse sur notre territoire. Le peuple haïtien est invincible. Comme l'avait dit le roi Henri Christophe, nous renaîtrons de nos cendres. Haïti renaît toujours de ses cendres. Merci de votre support. Vous continuez de commander mon dernier livre, Toussaint Louverture le Magnifique. Un nouveau regard sur Toussaint Louverture le Magnifique. Continuez à le commander. C'est une source d'énergie, c'est une source d'inspiration qu'est la vie de ce grand homme, probablement l'un des plus grands que l'histoire n'ait jamais connu. Commandez-le sur mon site personnel www.jeanfilsaimé.com ou sur amazon.ca. Allez, au revoir, bonne semaine et à bientôt. Au revoir.